Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à cet événement. Je vais juste couper le partage 30 secondes. Donc, bienvenue à cet événement. Je m'appelle Maxime Fouillet, je travaille à l'Office international de l'eau. Une webconférence organisée par l'Office international de l'eau dans le cadre du Centre de ressources sur les cours d'eau de l'OFB et avec le soutien financier de l'OFB. Deux petits rappels, enfin deux infos rappels en ouverture. La première, c'est que c'est enregistré. Normalement, vous avez une notification. Donc, il y aura une rediffusion faite de cet événement qui vous sera adressé et puis qui sera également disponible pour les personnes qui n'ont pas pu participer ce matin. D'une part, l'autre précision, c'est qu'on est nombreux. On va être plus d'une centaine. Pour ce qui va être des questions que vous allez avoir, je vais vous demander de les partager à l'écrit dans le chat. Je sais que ce n'est pas hyper pratique, en particulier quand on a des questions compliquées, ce qui est peut-être le cas de ce matin avec pas mal d'infos. Je m'en excuse, mais ce sera beaucoup plus pratique pour nous d'une part, et d'autre part, ça nous permettra de garder trace de tout, y compris ce à quoi on n'a pas pu répondre. Donc voilà, je vais vous demander d'utiliser le chat, s'il vous plaît. Donc ce matin, notre sujet, c'est la jurisprudence sur les cours d'eau. Donc on va vraiment faire un focus sur l'aspect jurisprudence. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on s'informe sur la jurisprudence et comment est-ce qu'on s'en sert? Avec d'abord une première demi-heure sur un peu les bases avec Ghislain Loiseau. Puis ensuite, on aura un exemple d'un recueil global de toute la jurisprudence sur une thématique. Alors, ça n'existe pas sur les cours d'eau. Donc, on va faire un pas de côté et on va s'intéresser à un autre exemple qui est les zones humides. Alors, évidemment, il y a des liens parce que dans une gestion intégrée à l'échelle du bassin versant, les zones humides interagissent avec les cours d'eau, en particulier dans la vallée alluviale, mais c'est quand même un recueil de décisions sur les zones humides. Mais néanmoins, ça donne une bonne illustration de comment est-ce que tout ça participe à construire le droit sur une thématique. Et puis, on finira avec une petite vignette, enfin, une capsule sur le rôle des associations de protection de la nature et de l'environnement dans tout ça, avec FNE Occitanie-Méditerranée et un exemple sur les débits minimums. Et puis pour clôturer, je vous donnerai quelques liens pour s'informer, même si voilà, ce sera forcément pas exhaustif. Et puis en complément, je vais passer la parole à José Pérez de l'OFB qui va, pour commencer, vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le centre de ressources sur les cours d'eau de l'OFB. Bonjour à tous. Donc, merci Maxime. Donc, je travaille à l'OFB et j'ai en charge l'animation du centre de ressources cours d'eau. Donc, ce centre de ressources, comme les autres centres de ressources de l'OFB, a trois missions principales. L'animation de réseaux d'acteurs qui permet le rapprochement des réseaux existants sur les thématiques gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques et donc permet aussi de rapprocher ces différents réseaux qui existent à différentes échelles territoriales, dont l'échelle européenne, parce que le centre de ressources appartient au réseau aussi européen, le centre européen pour la restauration des rivières. Donc, on a aussi ce lien avec les praticiens en Europe. La deuxième mission est de transférer les connaissances des scientifiques vers les gestionnaires, donc que ce soit des nouvelles études, des résultats de R&D, et aussi permet le partage de pratiques entre les différents gestionnaires. Et la troisième mission, de produire et de mettre à disposition des contenus techniques qui répondent à des besoins, à vos besoins sur cette thématique. Et donc, toutes ces activités contribuent au développement des compétences et à l'accompagnement technique des professionnels en charge de la gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques. Et ces activités se font avec la contribution d'un comité de pilotage d'une quinzaine de têtes de réseau qui donc se réunit régulièrement pour définir les actions prioritaires dans un but collectif. Donc ensuite,
ce qu'il faut avoir en tête, les productions et la mise à disposition des outils qui sont produits par le centre de ressources, ça se fait selon un mode de travail multipartenarial, vous l'avez compris. Et donc, vous avez des ressources techniques qui peuvent vous aider à mettre en œuvre des actions de préservation, de restauration de cours d'eau, par exemple la production de retours d'expérience sur des travaux en rivière. Il y a aussi le développement d'outils de sensibilisation pour vous aider à mobiliser des acteurs de vos territoires sur des enjeux importants pour les rivières. Donc, par exemple, récemment, des vidéos qui répondent à des idées reçues sur les inondations ont été mises à disposition et produites en début d'année. Et enfin, des éléments juridiques que vous pouvez aussi que vous pouvez accéder donc du coup à la rubrique dédiée à cette thématique sur le site Cours d'eau. Donc, le site internet du centre de ressources, je vous l'ai mis sur le diaporama, donc www.coursdeautoutattaché.fr. Et aussi, vous pouvez accéder à ces différents contenus en participant à des événements, des journées d'échange techniques, des formations organisées par le centre de ressources et des webconférences comme celle d'aujourd'hui, donc du coup organisées avec l'Office international de l'eau. Et donc, pour vous informer, vous pouvez vous inscrire au mail d'info, à la newsletter du centre de ressources. Donc ça, c'est possible sur la page d'accueil du site Cours d'eau. Vous pouvez aussi suivre les actualités à travers le compte Twitter du centre de ressources. Vous pouvez aussi contribuer au réseau en partageant vos retours d'expérience, en répondant à des appels à contribution qui sont faits régulièrement et aussi en échangeant sur vos besoins, sur vos difficultés. Et ça, vous pouvez le faire en m'envoyant en mail. Donc, vous avez l'adresse sur ce diaporama. Voilà, c'était très rapide et je reste à votre disposition pour toute info complémentaire. Et donc, je passe la main à Maxime pour la suite du programme. Merci à tous. Merci José. Ben, écoutez, du coup, on va pouvoir attaquer. Peut-être juste une autre, enfin, c'est pas un rappel, mais une précision. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui. Je pense même qu'on peut vous promettre de ne pas réussir parce qu'à mon avis, va y avoir beaucoup de questions différentes et aussi beaucoup d'attentes qui ne sont pas toujours forcément liées au sujet. Je pense qu'il y a des questions qui sont un petit peu annexes à la notion de jurisprudence. Donc, n'hésitez pas à les poser quand même. On fera de notre mieux pour y répondre, mais voilà, je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. On va en garder trace, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à les poser, même si elles sont un peu éloignées du sujet. Et pour commencer, je vais passer la main à Ghislain Loiseau de Fidal. Ghislain, n'hésite pas à te présenter au début. Et puis, pour info, vous aurez un mini QCM à la fin de cette première intervention pour voir ce que vous retenez de cette demi-heure. Ghislain, je te laisse la place. Merci beaucoup, Maxime. Alors, hop, je vais lancer mon partage d'écran. Alors, voilà, ça va. Normalement, il veut bien. Voilà. Donc, en 2 mots, je vais me présenter. Donc, je suis Ghislain Loiseau. Je suis juriste spécialisé en droit de l'environnement. Je suis également formateur à l'Office international de l'eau sur différentes thématiques. Et je travaille au sein d'un cabinet d'avocats d'affaires, qui est le cabinet d'avocats Fidal, dans lequel j'interviens sur différentes problématiques, dont l'eau, mais pas uniquement. Aujourd'hui, je vais vous rappeler un certain nombre de principes ou exposer un certain nombre de principes qui vont trait à la jurisprudence, pour poser un petit peu les bases et permettre de vous donner des clés de lecture. Dans mon diaporama, vous constaterez qu'il y a 2 parties. La première partie, donc, c'est ces grands principes à avoir à l'esprit lorsqu'on appréhende et qu'on utilise la jurisprudence, que ce soit en matière de cours d'eau, mais c'est valable aussi de façon plus générale. Et ensuite, je vous ai mis à la fin du diaporama un glossaire des principaux termes juridiques que j'ai repris de la Cour de cassation et du Conseil d'État
et que j'ai classé, vous le verrez quand vous irez voir, que j'ai classé justement en fonction des différents ordres de juridiction, c'est-à-dire en gros les mots de la justice civile, les mots de la justice pénale et les mots de la justice administrative, parce que c'est l'une des difficultés lorsqu'on aborde la jurisprudence, c'est que malheureusement, même si des efforts ont été accomplis en la matière, il y a tout un jargon juridique et qui ne facilite pas la compréhension et l'accès à ces décisions de justice. Donc avec ce petit glossaire, nous espérons que ça vous aidera à mieux comprendre effectivement les décisions auxquelles vous pouvez être confrontés. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première question un petit peu basique, mais qui est essentielle, c'est de se demander ce qu'est la jurisprudence. Et la jurisprudence, en fait, elle peut être définie de 3 façons. Donc, au sens large, au sens très très large, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice, donc l'ensemble des décisions qui sont rendues par les tribunaux. Alors, ici, la notion de tribunaux est prise au sens large, hein, c'est-à-dire en fait toutes les juridictions, que ce soit les juridictions de première instance, les juridictions d'appel ou les plus hautes juridictions françaises que sont la Cour de cassation et le Conseil d'État. Mais vous allez voir tout à l'heure, on va revenir sur cette hiérarchie des différentes juridictions françaises. Pour l'instant, je pose le principe. Donc ça, c'est un sens large, voire un sens très très large pour définir la notion de jurisprudence. Dans un sens déjà un petit peu plus étroit et un petit peu plus intéressant, on peut définir aussi la jurisprudence comme l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues dans une branche du droit ou sur une matière particulière. Donc, par exemple, effectivement, la jurisprudence rendue à propos des zones humides ou la jurisprudence rendue dans le domaine de l'eau ou à propos des cours d'eau. Donc là, on parle déjà d'un sous-ensemble hein, au sein de la jurisprudence. Mais de façon encore plus étroite, et c'est peut-être ce que vous avez en tête quand on parle de jurisprudence, la jurisprudence, c'est finalement ces solutions qui sont dominantes sur une question particulière, sur une question juridique particulière. C'est l'interprétation concordante ou l'ensemble des décisions concordantes rendues par plusieurs juridictions sur une même question de droit. L'exemple typique, c'est la définition même du cours d'eau. Vous le savez tous aussi bien que moi, avant que la loi du 8 août 2016 vienne donner une définition juridique du cours d'eau, définition qu'on retrouve dans l'article L215-7-1 du Code de l'environnement, eh bien, avant que la loi pose cette définition juridique, seule la jurisprudence venait définir la notion de cours d'eau. Alors, la loi a consacré notamment une décision du Conseil d'État du 21 octobre 2011 qui nous pose les 3 critères principaux qui permettent de définir ce qu'est un cours d'eau, c'est-à-dire un écoulement d'eau courante dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Il ne vous a pas échappé que cette définition juridique du cours d'eau qui est aujourd'hui consacrée par la loi pose un certain nombre de difficultés dans sa mise en œuvre pratique, puisque chacun des critères cumulatifs de cette définition doit être démontré, doit être caractérisé, et en pratique, il faut recourir à un certain nombre d'indices, ce qu'on appelle un faisceau d'indices, ce qui n'est pas toujours évident, et ce qui, justement, donne lieu à des contestations, et donc donne lieu à des jurisprudences. C'est bien tout le problème. Donc, comment naît la jurisprudence? Le point de départ de toute jurisprudence, c'est un litige, c'est-à-dire un contentieux qui oppose, alors, tantôt des personnes privées entre elles, le plus souvent des personnes privées à des personnes publiques, notamment s'agissant par exemple effectivement de la qualification d'un écoulement qui circule sur une propriété privée. Le préfet
à classer et à considérer que cet écoulement était un cours d'eau, le propriétaire privé se plaint de ce classement et va le contester, va saisir le juge, en l'occurrence un juge administratif, puisqu'il va contester une décision administrative pour faire valoir ses droits et demander à ce que le juge administratif déclare que le cours d'eau est un fossé et n'est pas que l'écoulement est un fossé et n'est pas un cours d'eau. Donc le point de départ de la jurisprudence, c'est un litige que le juge doit résoudre. Et on touche là tout de suite à un principe essentiel de notre droit et qui est posé par le Code civil depuis 1804, c'est que le juge est tenu de trancher tous les litiges qui lui sont soumis. Même, et ça c'est le Code civil qui, je reprends in extenso ce que nous dit le Code civil, le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence de la loi, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. S'il refuse de juger parce que, sous prétexte que la loi est silencieuse, qu'elle est obscure ou qu'elle est insuffisante, il commet un déni de justice et ce déni de justice est passible de sanctions pénales. Donc le Code civil dès 1804 reconnaît que la loi n'est pas parfaite et que, effectivement, le juge, lorsqu'il doit trancher le litige, doit jouer ce rôle de suppléance, il doit venir suppléer, préciser, interpréter, compléter le cas échéant, ce que dit la loi. Alors, il faut tout de suite signaler une chose, c'est que le juge ne peut jamais, et c'est la limite, ne peut jamais se substituer au législateur. Et je vais y revenir dans un instant parce que c'est l'une des limites de la jurisprudence, c'est l'une des limites à la portée que l'on doit accorder aux jurisprudences. Donc la jurisprudence, finalement, elle sert à ça, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence qui naît a priori lorsque les textes sont clairs et précis et lorsque le juge n'a qu'à appliquer les textes à la situation qui lui est soumise. Par contre, effectivement, lorsque les textes ne sont pas clairs, ne sont pas assez précis, ou lorsque parfois le législateur à dessein, a volontairement choisi de laisser dans le texte de loi des notions floues ou des notions relativement larges pour permettre une interprétation et donc éventuellement une évolution de l'application de la législation au cas particulier, aux faits déterminés, mais dans ce cas-là, il faut que le juge intervienne et il va intervenir donc pour interpréter la loi en vue de l'appliquer ou venir effectivement compléter la loi lorsqu'elle est incomplète ou silencieuse. Et parfois, on a un troisième cas de figure, alors qui se retrouve moins en matière environnementale que dans d'autres matières. Le juge peut être aussi amené à faire évoluer la loi lorsque la volonté du législateur n'était pas claire ou lorsqu'elle est dépassée, c'est-à-dire lorsqu'elle ne correspond plus aux objectifs ou aux besoins de la société. Donc ça se voit effectivement dans un certain nombre de cas où bien le juge va intervenir pour adapter la loi ou dire la loi, maintenant, il faut la comprendre dans le contexte actuel, il faut la comprendre comme ça, où l'intention du législateur initialement, c'était ça, mais cette intention doit être considérée comme ayant évolué. Je vous le disais, et ça c'est un élément extrêmement important. Là, comment s'appelle les juridictions, les juges ne peuvent pas se substituer au législateur. Donc il y a des garde-fous qui leur sont imposés. C'est le principe de séparation des pouvoirs, là aussi qui est rappelé par le Code civil. Les juges ne peuvent pas se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises. Là, c'est la reprise in extenso également du Code civil. Ça veut dire que concrètement, ils ne peuvent pas élaborer une règle de droit et s'y référer par avance dans une espèce déterminée. Ce qu'on appelle le principe de prohibition des arrêts de règlement. C'est à la fois un principe qui découle de la séparation des pouvoirs, séparation entre l'autorité judiciaire et l'autorité législative, et ça découle aussi du principe selon lequel le juge doit trancher le litige qui lui est soumis.
Donc le juge, en fait, il est tourné vers le passé. Il règle une situation déterminée. Il doit apaiser un conflit, mais ne peut pas se projeter dans l'avenir. Donc par principe, le juge ne doit pas rendre une décision qui aurait vocation à s'appliquer à une situation à venir. Alors vous allez me dire, mais nous, c'est pourtant comme ça que l'on comprend les jurisprudences, et c'est comme ça que l'on comprend l'intérêt de la jurisprudence, c'est-à-dire de fixer une interprétation dans un cas donné et de faire en sorte que cette interprétation va s'appliquer dans des cas similaires. C'est vrai, mais on ne peut pas pour autant dire que que la position du juge a une force obligatoire. Ce qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce que l'on voit dans les séries américaines que l'on peut regarder à droite à gauche, en droit français, et contrairement au droit anglo-saxon, la jurisprudence ne crée pas véritablement un précédent, c'est-à-dire n'a pas une force juridique obligatoire. Les juridictions, quel qu'elles soient leur niveau, les juridictions ne sont pas tenues d'appliquer une décision, fût-elle rendue par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État. Alors justement, quand on parle de juridiction, il est utile de rappeler rapidement comment est structuré notre ordre juridique, notre ordre judiciaire. Il y a un dualisme de juridiction, c'est-à-dire qu'on distingue les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. Et lorsqu'il y a des difficultés d'interprétation, lorsqu'on ne sait pas à qui attribuer tel contentieux ou telle question juridique, parce que c'est parfois très compliqué, c'est le tribunal des conflits qui tranche. Donc les juridictions de l'ordre judiciaire, on les sous-distingue en deux catégories, les juridictions civiles et les juridictions pénales. Donc chaque ordre juridictionnel est constitué de 3 strates. Le premier degré de juridiction, ce sont les tribunaux. Donc tribunaux, au sein des juridictions civiles, on trouve les tribunaux judiciaires, on trouve les tribunaux de commerce, on trouve les conseils de prud'homme, ça c'est en matière de droit social. Donc ça, c'est le premier degré de juridiction. Ensuite, si je reprends mon exemple, mon propriétaire qui n'est pas content de la décision du classement opéré par le préfet, le classement de son écoulement en cours d'eau, eh bien, il va aller contester non pas une décision prise par une personne privée, il n'est pas dans un conflit l'opposant à une personne privée, mais dans un conflit l'opposant à une personne publique, et il fait un procès à un acte administratif, c'est-à-dire qu'il va contester un acte administratif, une décision administrative. Donc là, il saisira une juridiction de l'ordre administratif, c'est-à-dire le tribunal administratif. S'il n'est pas content, ou si le préfet, s'il n'est pas content, mon plaideur, de la décision rendue par le tribunal administratif, il pourra faire appel devant la cour administrative d'appel. Et s'il n'est toujours pas content de la décision rendue par la cour administrative d'appel, il pourra aller faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation, c'est-à-dire saisir le Conseil d'État. Bon, devant les juridictions civiles, c'est la même chose. On a les premiers degrés de juridiction. Si on n'est pas content de la décision rendue par le tribunal judiciaire, on fait appel devant la cour d'appel dans l'une de ses chambres civiles. Et si on n'est pas content de la décision de la cour d'appel, on peut aller former un pourvoi en cassation. Ce qui est important de noter, c'est que la Cour de cassation et le Conseil d'État sont les plus hautes juridictions françaises. Elles rendent des décisions qui ont donc une autorité bien supérieure à celle que peuvent rendre une cour d'appel ou une cour administrative d'appel, et une autorité bien évidemment supérieure à celle que peuvent rendre un tribunal, que ce soit un tribunal judiciaire ou un tribunal administratif. Ça, c'est extrêmement important dans votre façon d'appréhender la jurisprudence. Pour le dire autrement, les décisions qui vont véritablement faire jurisprudence, ce sont les décisions qui sont rendues par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État. En sachant que, pour autant, un tribunal administratif, ce n'est pas parce que le Conseil d'État, dans sa décision de 2011, dit le cours d'eau doit être défini en utilisant 3 critères cumulatifs, qu'un tribunal administratif peut se sentir obligatoirement tenu par la décision du Conseil d'État.
Alors, ce qu'il risque de faire, c'est s'il prend une position divergente à celle qui a été posée dans un arrêt de principe du Conseil d'État, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que devant la Cour administrative d'appel, sa décision sera cassée, ou si elle n'est pas cassée, lors du pourvoi en cassation, si tant est que le pourvoi soit formé, le Conseil d'État lui dise cher tribunal administratif d'Orléans, j'ai pris en 2011 une décision que je maintiens, vous avez pris une décision divergente, je casse la décision qui a été prise par la Cour administrative d'appel qui a refusé d'annuler la décision du tribunal administratif prise auparavant. Donc, il y a quand même, et en dépit du fait qu'on ne soit pas dans un système anglo-saxon, on a quand même une influence des précédents, et plus effectivement les décisions sont prises par des autorités ou par des juridictions supérieures, plus les juges de première instance ou les juges d'appel vont avoir la tendance ou le sentiment qu'il convient de répéter les solutions rendues par des juges qui sont situés au-dessus d'eux. Il faut aussi rappeler quand même que la Cour de cassation et le Conseil d'État ne jugent qu'en droit. Ils ne rejugent pas les faits. Donc, si on veut effectivement obtenir une nouvelle appréciation des faits, quand on a une décision de première instance, on fait appel. Mais dès qu'on passe au stade de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, on ne rejuge que le droit. Donc, c'est pour ça aussi que les décisions rendues par la Cour de cassation et par le Conseil d'État ont cette importance particulière, c'est qu'elles ne se prononcent que sur le droit. Et la jurisprudence, en fait, naît d'une répétition, c'est-à-dire la répétition de solutions identiques dans des cas similaires qui reprennent très souvent, vous retrouvez la même formulation, le même principe, et c'est souvent on reprend un considérant de principe ou un attendu de principe de la Cour de cassation ou du Conseil d'État. D'ailleurs, Cour de cassation et Conseil d'État ont un rôle important à jouer pour unifier la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il arrive aussi très souvent qu'une situation similaire soit soumise à différents tribunaux partout en France, et que ces tribunaux prennent, par rapport à cette question de droit ou au regard de cette question de droit, une position différente. On va avoir le tribunal administratif de Lyon qui va décider dans un sens et le tribunal administratif d'Orléans qui va décider dans un autre sens. Alors, dans ce cas-là, effectivement, s'il y a eu appel, la cour administrative d'appel qui a été saisie, donc soit la cour administrative d'appel de Lyon, soit la cour administrative d'appel de Nantes va rejuger l'affaire, et on va vraisemblablement arriver dans ces deux affaires devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, lui, va unifier en fait la jurisprudence, va rappeler, va dire finalement qui des deux tribunaux avait raison, si tant est que les deux tribunaux avaient raison, ou si au moins un des deux avait raison. Il faut faire attention quand même, ce n'est pas parce que des décisions sont prises par les plus hautes juridictions françaises que sont la Cour de cassation ou le Conseil d'État, que ces décisions ne peuvent pas être remises en cause. On a régulièrement ce qu'on appelle des revirements de jurisprudence, c'est-à-dire des décisions dans lesquelles la Cour de cassation ou le Conseil d'État revient sur la position ou précise, en nuançant, des positions qu'elle a pu avoir ou adopter par le passé. Ce qui se produit aussi, et je prendrai l'exemple en matière de zone humide, mais ça, M. Cizel vous le présentera peut-être un peu plus tout à l'heure. Je vous rappelle que le Conseil d'État s'était prononcé dans une décision du 22 février 2017 sur les critères de délimitation des zones humides, en disant les critères de délimitation des zones humides ou d'identification des zones humides, sont cumulatifs. Et le législateur est revenu sur cette position jurisprudentielle en disant non, en vue de la protection des zones humides, il vaut mieux que les critères soient alternatifs
c'est l'un ou l'autre, et donc la loi peut toujours remettre en cause une jurisprudence, car le juge applique la loi, mais le juge ne peut pas se substituer à la loi. Donc c'est le cas de la loi du 24 juillet 2019 qui est venue dire les critères d'identification des zones humides sont alternatifs. Donc, si on synthétise un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, quelle est la position à avoir par rapport à la jurisprudence? La jurisprudence, c'est clair, c'est un outil qui est indispensable, qui est extrêmement intéressant, parce qu'elle vient compléter, préciser, interpréter la loi ou les textes réglementaires. Pour autant, c'est un outil à manier avec précaution. Et donc, il ne faut pas sacraliser la jurisprudence. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, la jurisprudence a tout d'abord une force juridique qui est limitée. Elle ne peut pas contredire la loi, elle ne peut pas contredire les textes réglementaires. Quand je parlais de loi, je parlais de loi au sens général, c'est-à-dire l'ensemble des textes juridiques. Donc la force juridique de la jurisprudence est limitée et son rôle est principalement interprétatif. Il n'y a pas de hiérarchie dans la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on ne considère pas, en tout cas d'un point de vue juridique, que certaines jurisprudences sont plus hautes que d'autres. Donc, un tribunal administratif peut très bien dire « je décide de ne pas appliquer la jurisprudence du Conseil d'État, à ses risques et périls ». Il faut aussi se méfier, quand on a affaire à la jurisprudence, il faut se méfier des décisions isolées. Si vous avez seulement 1, 2, 3, 4, 5 décisions, en plus des décisions de première instance, rendues sur un cas de figure, méfiance, parce que ça ne veut pas forcément dire qu'on a une jurisprudence constante, surtout si c'est des décisions de tribunaux. On peut avoir des décisions concordantes, mais des décisions qui sont erronées. Vous pouvez avoir le tribunal administratif de Poitiers qui, dans un cas, parce que ce sont des affaires très techniques et les juges ne sont pas des techniciens, ce sont des techniciens du droit, mais ce ne sont pas des techniciens de l'environnement. Et donc, ils sont perdus, en fait, souvent. Et c'est facile de se raccrocher aux branches et de se raccrocher à une décision qui a été rendue par un autre magistrat d'une autre juridiction. Pour autant, les deux magistrats peuvent se tromper. La portée pratique des jurisprudences aussi est à prendre avec précaution, parce que souvent, la décision est très factuelle. Elle est très dépendante des faits de l'espèce. Donc, on n'a pas forcément des décisions qui sont facilement transposables d'un cas à l'autre. Et ça veut dire aussi que quand vous lisez une décision de justice, il faut aller regarder précisément quels sont les faits qui ont donné lieu à l'affaire. Voilà. Je prendrai un exemple à ce titre-là, rapidement. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je suis au bout. Mais je prendrai un exemple. Je prendrai l'exemple justement de l'écoulement dont je vous parlais tout à l'heure. Une décision rendue par le tribunal administratif d'Orléans le 3 avril 2018 et un appel a été formé devant la Cour administrative d'appel de Nantes qui a rendu sa décision le 20 septembre 2019. Dans cette affaire, un propriétaire contestait le classement d'un écoulement qui passait sur sa propriété. Il contestait le fait que le préfet avait adopté la cartographie des cours d'eau à l'échelle de son département. Et dans le cadre en fait, de l'actualisation de cette cartographie, réalisée donc en juin 2015 en l'occurrence, cette mise à jour avait classé l'écoulement passant sur la propriété de la personne concernée. Alors, bien évidemment, effectivement, suivant la qualification juridique que l'on retient, les conséquences juridiques pour le propriétaire ne sont pas les mêmes, en termes effectivement de respect d'obligations de débit réservé, et en termes surtout aussi de respect des procédures administratives préalables, d'autorisation de déclaration au titre de la procédure des IOTA. Effectivement, dès lors que le propriétaire envisageait de faire des travaux qui touchaient le lit mineur ou le lit majeur du cours d'eau,
il était soumis ou il pouvait potentiellement être soumis à ces procédures. Donc, il y avait, et le non-respect de ces procédures étant passible de sanctions administratives et de sanctions pénales. Donc, il y avait un enjeu juridique important sur la qualification de cet écoulement en cours d'eau ou non. Donc, bien évidemment, le propriétaire a attaqué la décision administrative, a obtenu satisfaction devant le TA, et il a même obtenu du tribunal administratif qu'il impose au préfet de requalifier l'écoulement en fossé, c'est-à-dire qu'il change la délimitation qui était prévue ou la qualification qui était prévue dans la cartographie. Le préfet a fait appel de cette décision et la cour administrative d'appel de Nantes a pris une décision confirmative, donc a confirmé l'annulation du classement de l'écoulement en cours d'eau, mais elle l'a confirmé d'une façon qui est en fait juridiquement critiquable. C'est-à-dire qu'elle s'est basée, elle a reconnu qu'effectivement, il y avait bien l'existence des écoulements ou l'existence d'un lit, ou en tout cas d'un lit naturel à l'origine, pouvait être démontré du fait des informations que l'on avait sur les cartes de Cassini ou les cartes d'état-major. Mais le propriétaire avait fait réaliser une expertise qui démontrait qu'au jour du litige, il n'y avait plus d'écoulement, qu'il n'y avait plus d'écoulement sur sa propriété. Ou en tout cas, effectivement, et qu'on ne pouvait pas localiser de source alimentant un éventuel écoulement sur sa propriété. Et à ce moment-là, en fait, alors que la décision est critiquable, hein, qu'on pouvait, il n'y a pas eu de contradictoire, il n'y a pas eu de contradiction apportée par l'administration sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés contredire ou produire une contre-expertise. Donc le juge s'est basé uniquement sur le rapport d'expert produit par le demandeur en disant l'État n'arrive pas à remettre en cause cette expertise, donc on tient cette expertise, on prend cette expertise pour argent comptant. Hein, c'est ce que nous dit la Cour administrative d'appel de Nantes. Il ressort d'un rapport d'experts réalisé en septembre 2015 qu'aucune source ni aucun débit n'a été constaté. L'État ne saurait remettre en cause cette expertise en se bornant à soutenir, donc simplement à indiquer, qu'elle a été réalisée lors d'une année de particulière sécheresse, que la présence d'étangs peut masquer l'existence de sources et que l'entier tronçon avait été classé en cours d'eau par le Conseil supérieur de la pêche en 2006. Si l'expertise de 2006 mentionne bien la présence d'un écoulement, la présence d'invertébrés aquatiques et d'hydrophytes, ce qui peut attester un débit suffisant la majeure partie de l'année, cette étude est trop ancienne pour contredire utilement l'expertise réalisée en 2015. Voilà, donc en fait, c'est une question de preuve. On perd parfois son procès parce qu'on n'arrive pas à apporter, de quel côté que l'on se trouve, mais parce qu'on n'arrive pas à apporter la contradiction. Donc là, on a une décision de la Cour administrative de Nantes qui n'est peut-être pas forcément une bonne décision sur le plan juridique, mais le juge a fait avec les preuves dont il disposait. Un rapport d'expertise d'un côté, pas de contradiction de l'autre. Donc, il s'est basé uniquement sur le rapport d'expertise et il a dit finalement, ce n'est pas un cours d'eau parce que j'ai un rapport d'expertise qui me dit que ce n'est pas un cours d'eau. Donc, attention à la jurisprudence parfois parce que ça ne veut pas dire que cette jurisprudence remet en cause la notion même ou les critères qui permettent de qualifier ce qu'est un cours d'eau. Voilà, donc, et alors, à plus forte raison, parfois, certaines dispositions sont obscures où il n'y a carrément pas de prise de position sur le cas ou sur la question juridique posée. Parfois, on peut avoir tout simplement une décision qui dit je rejette le recours parce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve qui me permettent de me prononcer. Attention également, en fait, aussi que les décisions sont limitées dans le temps avec les revirements de jurisprudence ou l'évolution de la loi, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai fini, je n'ai pas trop débordé. Pas trop.
Voilà. Et on peut peut-être passer au questionnaire, Ouais. Maxime, si tu veux Ouais, bien. j'envoie ça tout de suite. Alors, il faut que j'arrête le partage de mon côté, hein. Ça doit Ah non, s'afficher par-dessus, je pense. ça s'affiche par-dessus, hein. Voilà, donc là, il y a 4 questions, auxquelles vous venez d'avoir les réponses. Ghislain m'a dit: «Bah, c'est trop facile, ils les ont juste avant». Mais, je pense que ça vaut quand même le coup de se prêter au jeu, parce que, pour certains d'entre nous, c'est des notions, parfois un peu nouvelles, donc, voilà, c'est quand même un peu long à appréhender et comme ça, Ghislain pourra faire un petit commentaire des 4 réponses et voir, voir un peu, ce que ça donne, quoi. Donc, je vous invite à répondre. Je vous laisse, quelques minutes. Et merci beaucoup Ghislain pour cet exposé, très clair. Alors, j'ai pas pu développer dans le temps qui m'était imparti, développer beaucoup d'exemples. J'en ai pris qu'un. Bien évidemment, je vous renvoie aussi, alors je ne vous ai pas parlé du Conseil constitutionnel, de son rôle et des questions prioritaires de constitutionnalité, mais l'intervenant de France Nature Environnement en touchera certainement 2 mots. Oui, et si ce n'est pas le cas, bah, je pourrais peut-être apporter un complément à ce moment-là. Mais effectivement, c'est aussi le Conseil constitutionnel aujourd'hui est aussi une source importante de jurisprudence, et notamment de jolies jurisprudences qui ont été obtenues par France Nature Environnement à propos des cours d'eau. Mais je n'empiète pas sur l'intervention à venir. Et on est à 87 répondants sur 146, mais ça grimpe encore, alors je laisse encore quelques secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 100. Je m'arrête là. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre. Vous verrez quand même les réponses. Hop, et c'est parti. Alors, juste une question, Maxime, quand même avant, c'est est-ce qu'on peut gagner 1 million? Si on les trouve, oui, bien sûr. Mais voilà, bon, il nous reste 45 minutes pour les trouver. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Bah, je te laisse commenter les réponses Ouais. du coup. Alors, effectivement, alors, par contre, j'ai plus les questions complètes. En ouvrant la... Non, ça marche pas. Alors la première, bah, attends, je vais te les redonner. Ouais. La première, c'était... hop, faut que je l'ouvre moi ici. Une décision jurisprudentielle. Ah bah bien sûr, je les ai plus non plus. Ah ça, je ne m'y attendais pas. J'arrive, hein. J'arrive, faut que je retrouve. Alors je vais répondre à la deuxième question avant de répondre à la première. Donc, quelles sont les cours suprêmes? Et donc, effectivement, les plus hautes juridictions, c'est la majeure. Le vote du public a raison. La majeure partie des participants ont bien répondu. Les 2 juridictions suprêmes en France sont bien évidemment le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ok. Ah oui, en fait, la première, c'était une décision jurisprudentielle, pardon, 3 petits points. Et c'était le complément de la phrase, en fait. C'est pour ça qu'il Voilà, peut on voit pas la amener suite. une loi à ne plus être appliquée. Non. Non, ce n'est pas le cas. Une décision jurisprudentielle ne met pas fin, n'abroge pas, ne peut pas mettre fin à une loi. Alors éventuellement, effectivement, on peut avoir des décisions du Conseil constitutionnel qui viennent dire attention, une loi est contraire à la Constitution. Donc dans ce cas-là, on pourrait, mais c'est une déclaration d'inconstitutionnalité. Après, c'est au législateur d'en tirer les conséquences, bien évidemment. Et bien évidemment, une décision jurisprudentielle peut amener à préciser les modalités d'application d'une loi, tout à fait. Et une décision jurisprudentielle est réversible, c'était aussi une bonne réponse. Voilà. Donc on ne peut pas, voilà, la séparation des autorités judiciaires, enfin, des autorités juridictionnelles et avec le législateur fait qu'on ne doit pas empiéter, le juge ne doit pas empiéter sur les pouvoirs du législateur. Alors, On y a-
Il y a juste, je vois qu'il y a Nadège Colombet qui nuance justement Ouais. ce point-là dans le chat, en disant le Ouais. Conseil d'État peut conclure à l'inapplicabilité. Non, oui, je pense que c'était ça, l'inapplicabilité d'une loi décision relative à la au L 214-18-1 du Code de l'environnement. Oui, dire que la loi n'est pas applicable, effectivement, mais ne pas, mais le juge ne peut pas annuler la loi directement. Ok. Alors, quelles sont les cours suprêmes? Donc ça, on l'a vu. Le Conseil d'État, alors, a le dernier mot sur toutes les décisions jurisprudentielles, seulement sur les décisions administratives, seulement sur les décisions judiciaires. Alors, en fait, la question, elle est un peu tordue. Merci Maxime. Ah bah, c'est moi qui l'ai posé, forcément, hein. C'est qu'effectivement, oui, le Conseil d'État, si on considère effectivement que le Conseil d'État est la juridiction suprême et que c'est lui qui tranche, qui est au sommet des juridictions administratives, il a effectivement le dernier mot sur les décisions administratives, c'est-à-dire que c'est lui qui va finalement dire juridiquement si telle ou telle décision est juridiquement fondée, mal fondée, etc., irrégulière. Voilà. Par contre, ce que je vous rappelais tout à l'heure, c'est que la décision de jurisprudence, même prise par le Conseil d'État, elle ne s'impose pas obligatoirement à un tribunal administratif. Donc un tribunal administratif peut très bien décider de juger différemment que ce qu'a décidé le Conseil d'État. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que naissent des revirements de jurisprudence. Voilà, mais ça se fait dans le temps. Le plus souvent, quand un tribunal administratif prend une décision qui est contraire à une jurisprudence du Conseil d'État, au final, quand ça retourne vers le Conseil d'État, il se fait retoquer, hein. Une décision de jurisprudence s'applique par la suite à toutes les situations similaires. Donc, je viens de répondre à la question. Non, elle ne s'applique qu'à la situation jugée. C'est l'effet relatif, c'est l'autorité de la chose jugée, l'autorité relative de la chose jugée. Elle peut effectivement servir de référence, et là le terme est bien choisi, de référence pour d'autres situations similaires, mais c'est une, voilà, c'est une invitation, c'est une indication, mais ce n'est pas un précédent obligatoire comme dans les pays de droit anglo-saxon. Donc effectivement, les deux réponses là étaient tout à fait correctes. Ok, bah super. Merci beaucoup pour cette revue des réponses. J'espère que ça vous a apporté des éléments sur clarifier un peu ce que la jurisprudence. Et sans plus attendre, parce qu'on a commencé à prendre un petit peu de retard, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à évoquer, donc il n'y a pas de souci. Alors que dans la discussion se déroule un débat acharné pour préciser si la, la réponse à la première question. Je vous propose d'enchaîner et de donner la parole à Olivier Cizel des éditions législatives. Donc, merci beaucoup, Ghislain, pour cette présentation. Et puis, Olivier, je te laisse prendre la main de la même manière. N'hésite pas à te présenter au début. Voilà, donc là, on va changer un petit peu de thématique puisqu'on va voir les choses du côté des zones humides, mais avec un retour d'expérience très, très intéressant. Merci bien Maxime de m'avoir fait participer à cette web conférence. Donc moi je suis également juriste et journaliste, je suis un peu hybride. Je travaille pour un éditeur juridique qui est Lefebvre Dalloz et je travaille en particulier sur les thématiques de la biodiversité, des milieux aquatiques et de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc avant de vous présenter le recueil de jurisprudence, je voulais vous faire juste un petit point de rappel du contexte qui a quand même bien évolué ces dernières années. Alors, l'évolution, elle est en fait double. Vous avez une évolution sur le contexte politique, puisque les associations, déjà, n'hésitent plus à saisir le juge pour faire respecter les lois et muscler leur dossier pour convaincre celui-ci du bien fondé de leur action. L'administration également, de son côté, même si c'est assez rare, peut également saisir le juge lorsque elle considère que les textes ne sont pas correctement appliqués. Le juge lui-même commence à être plus sensible à la thématique des zones humides et il rend beaucoup de décisions, on verra, avec parfois un argumentaire assez détaillé. Le contexte juridique a également évolué fortement ces dernières années.
Alors, on a une directive européenne sur la protection de l'environnement par le droit pénal dès 2008, qui sera bientôt remplacée par une nouvelle directive sur la criminalité environnementale. On a eu au début des années 2010 une série de textes aussi qui vont essayer d'harmoniser un peu les polices de l'environnement avec une première ordonnance en 2012. Il y aura également la loi OFB qu'a signalé Maître Loiseau sur l'OFB qui va également apporter des améliorations à la police environnementale. La très importante loi de 2020 sur la justice environnementale qui va créer de nouveaux outils, de la Convention judiciaire d'intérêt public, sur laquelle je reviendrai, à la création de pôles régionaux spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement, et également des tribunaux judiciaires spécialisés dans la réparation du préjudice écologique. Et puis également, et plus récemment, un décret en 2023 va améliorer les compétences des inspecteurs de l'environnement qui auront désormais la totalité des pouvoirs qui relèvent des officiers de police judiciaire. Ce corpus législatif va être précisé par circulaire dès 2015 par la circulaire dite Taubira sur les orientations de politique pénale et qui sera revue et actualisée en 2021, alors qu'une circulaire de 2022 sur la politique pénale toujours va demander une mobilisation accrue du traitement judiciaire des atteintes à l'environnement dans le contexte récent de la loi climat qui, vous le savez peut-être, a également renforcé de nombreuses infractions environnementales. Alors pour autant, il faut quand même nuancer parce que le contentieux environnemental reste encore très balbutiant, très faible. Une note du ministère de la Justice considère que sur la période 2015-2019, il y a seulement 1% du nombre total des affaires traitées qui relèvent de l'environnement, avec une prédominance de deux secteurs qui à eux seuls représentent 80% du contentieux environnemental. C'est celui sur la prévention des pollutions, à peu près 40%, et l'autre sur la protection de la faune et de la flore, donc faune et flore protégée essentiellement, et puis les affaires de pêche et de chasse. À l'inverse, la protection des espaces naturels ne représente que 10%, et celle de l'eau et de l'air, 10% également. Une partition quand même assez on va dire, déséquilibré des différents secteurs de l'environnement. Et puis aussi, il faut souligner que quelquefois, la, la- la justice a des décisions qui posent problème dans leur exécution. Il y a eu une étude de FNE sur le remblaiement de zones humides, et l'analyse a montré que globalement, il n'y avait un tiers à peu près des affaires de remblaiement de zones humides qui avaient fait l'objet d'une remise en état effective. Voilà, qui a été vraiment réalisé sur le terrain. Donc ça montre un petit peu les difficultés parfois qu'on a à appliquer une décision de justice. Autre exemple, le contentieux également peut se terminer par un rejet de la condamnation, en particulier pour vice de procédure. Et l'ONF, pardon, on a fait les frais récemment. C'était une pollution en Guyane causée par une société d'exploitation de l'or. Et celle-ci n'a pu être condamnée car l'agent verbalisateur n'avait pas préalablement informé le procureur de la République de son accès au site. Donc, vous voyez, un contentieux donc, vous voyez, qui reste un petit peu balbutiant et puis des problèmes aussi de mise en œuvre. Alors, qu'en est-il du contentieux particulier sur les zones humides? Alors tout d'abord, il faut rappeler que ce contentieux est exponentiel, hein, on ne peut pas dire les choses autrement. D'année en année, le juge est de plus en plus saisi d'affaires portant sur ces milieux. On le voit très bien, sur la période 92-2001, on était à peu près à 685 contentieux. On arrive à la dernière décennie, 2012-2022, à plus de 2500. Bon, ça représente à peu près un facteur d'accroissement de x22, ce qui est totalement impressionnant. Et en ce qui concerne les marais, si on si on prend le critère d'entrée marais, on voit que l'augmentation est un peu moindre, c'est x3 sur 30 ans, mais ça s'explique notamment parce que dès le début, il y a eu beaucoup déjà de contentieux des années 90
sur ces espaces. Donc évidemment, l'augmentation est moins forte, mais elle est quand même présente. Une autre remarque que l'on peut faire également, c'est que l'augmentation du contentieux se fait au fil des années, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'avant, c'était le juge administratif qui avait la plupart des affaires, 87%. Et puis, la dernière décennie, on a une inversion, c'est-à-dire que le juge administratif ne gère plus que 47% des affaires. Le juge judiciaire, donc pénal en particulier, puis aussi réparation des préjudices, a pris le pas sur ces affaires. Donc ça, c'est un élément qui est important à connaître. Et on verra que les affaires pénales, parfois, se soldent par des dommages et intérêts et des amendes très importantes numériquement. Donc l'évolution est à peu près similaire, qu'on prenne de toute façon les marais et les eaux de mine, on a à peu près les mêmes tendances d'évolution. Alors en ce qui concerne, si on s'attarde un petit peu sur le détail de la jurisprudence zone humide, on voit qu'il y a quatre grands postes. Deux, à eux seuls, représentent à peu près 70% du contentieux. Bon, il faut être nuancé parce que on n'a pas tous les contentieux, hein. Bon, j'ai pas pu tout prendre, donc il y a une marge d'erreur qui doit être quand même assez importante, mais bon, c'est une tendance. Et la première, donc l'eau, représente à elle seule plus d'un tiers de ce contentieux. Évidemment, avec les notions de définition de zone humide, l'application de la nomenclature sur l'eau, l'évaluation environnementale également, et puis les âges et les sages qui génèrent également du contentieux. Le deuxième poste, c'est la biodiversité, un peu plus d'un tiers également, fournie pour moitié par les espèces protégées. Je pense notamment à la prise en compte de ces espèces dans l'étude d'impact ou les problèmes liés à la dérogation faune-flore qui souvent fait l'objet d'une annulation grâce ou à cause des associations. Moi, je dirais plutôt grâce quand même. Et puis d'autres secteurs qui sont moins sujets à contentieux, des milieux comme la forêt, le littoral, les espaces protégés ou les activités humaines, la chasse, la pêche notamment. L'aménagement et l'urbanisme, c'est le troisième poste, à peu près 20%. Donc là-dedans, j'ai réuni de manière un peu artificielle des choses qui ne concernent pas forcément que de l'aménagement et de l'urbanisme. Il y a les installations classées pour la protection de l'environnement. Je me suis aperçu que c'était un tiers de ces 20%, notamment à cause d'un fort contentieux sur l'éolien en zone humide. Ça, c'est vraiment très clair et ça m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'il y en avait autant. On a également d'autres contentieux sur le zonage des documents d'urbanisme, en particulier les PLU, la séquence éviter, réduire, compenser, et puis également quelques jurisprudences liées à la santé publique sur les mares. Et enfin, le dernier poste, c'est celui du contentieux pénal et de la réparation. Alors pénal surtout, hein, sur les 10%, c'est à peu près deux tiers qui sont des affaires pénales. Et ces affaires pénales portent surtout sur l'eau, sur les IOTA, hein, police de l'eau, et puis beaucoup moins sur la faune et la flore. Bon. Et puis le reste, c'est la réparation du préjudice écologique, et puis les premières conventions judiciaires d'intérêt public dont je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Alors, quelques mots de présentation du recueil de jurisprudence zone humide des marais. Alors, au départ, j'avais commis un premier recueil en 2004 qui avait fait l'objet de mises à jour plus ou moins espacées. Puis après, depuis 2016, ben, on n'avait plus le temps, donc ben, ça s'est arrêté. Et puis, Pierre Castecker de l'OFB m'a recontacté. Et grâce à un contrat passé avec l'entreprise, le FEF d'Alloz, on a réussi à bien augmenter ce recueil, puisque maintenant il contient plus de 550 éditions de jurisprudence, 700 résumés, puisqu'il y a parfois une jurisprudence qui donne lieu à plusieurs résumés, qui est basée sur des extractions des fonds, à la fois le FEF d'Alloz et puis également Légifrance. On a croisé un petit peu les deux. Et avec une période de temps de 30 ans, de 92 à 2022, avec en plus quelques jurisprudences antérieures à 92, compte tenu de leur intérêt toujours actuel. Donc les jurisprudences, bon, sans surprise, sont classées en quatre thématiques. Donc, je vous ai rappelé tout à l'heure le contenu, avec des sous-rubriquages
Par exemple, pour la protection de la biodiversité, vous avez une rubrique air protégé, chasse, etc. Pour permettre d'avoir tout de suite, permettre au lecteur de rentrer directement dans la thématique ou la sous-thématique qui l'intéresse. Il y a un index évidemment alphabétique détaillé pour celui qui voudrait rentrer par un type de zone humide comme les mares, les tourbières, etc. Chaque partie et sous-partie est précédée de propos introductifs, en gros de cadrage, qui vous rappellent un peu le contexte législatif et réglementaire de ces parties et sous-parties. Si on regarde encore de plus près, donc là, on rentre dans le détail. Donc vous avez deux niveaux de plan en général pour vous permettre de vous aiguiller le plus précisément possible. Un titre qui est en fait un résumé de la jurisprudence qui suit. Le résumé lui-même, alors ça peut faire quelques lignes, voire un peu plus quand c'est un peu plus important. La source, c'est-à-dire quelle décision a été rendue. On a mis un petit pictogramme, donc vert c'est tribunaux administratifs, bleu c'est tribunaux de l'ordre judiciaire. Avec chaque fois, il y a trois lignes possibles selon le niveau de juridiction, tribunal administratif, par exemple, cour administrative d'appel, conseil d'État. Et des renvois, le cas échéant, à des décisions similaires ou qui sont en lien avec la décision jugée. Les décisions ne figurent pas dans le recueil en texte intégral, ça aurait été trop gros. Elles ont donc été placées dans le centre de ressources zone humide et j'en profite pour remercier chaleureusement Maxime Fouillet qui a pris le temps, qui a été d'une patience infinie pour mettre en ligne ces plus de 550 arrêts. Donc voilà, que vous trouverez sur le centre de ressources. Donc vous avez le document PDF qui contient les résumés en clair, hein. Et puis en ligne, vous avez le même document, mais bon, en page Internet, qui renvoie au texte intégrant en PDF. Pour finir, quelques exemples de jurisprudence sur les cours d'eau. Alors j'ai regardé très très brièvement, il y a 4 ou 5 thématiques qui reviennent le plus souvent. La définition des cours d'eau, un exemple à l'instant. La nomenclature IOTA avec les prélèvements, rejets, modifications des milieux aquatiques. Les ouvrages hydrauliques, Romain Corchard, on en a sûrement des exemples sur les cours d'eau classés notamment. L'entretien régulier des cours d'eau, aussi qui revient assez fréquemment. Et puis de la jurisprudence sur le domaine public fluvial. Alors, quelques exemples, finir donc d'un cours d'eau. Il y a eu un premier exemple, c'est sur la caractérisation d'un cours d'eau, les critères. Donc le juge, en l'espèce, s'est basé sur plusieurs critères pour essayer de voir si les 3 critères de constitution du cours d'eau étaient remplis. Il s'est basé sur des critères techniques, physico-chimiques, dureté de l'eau. Il dit que l'étude a démontré que l'écoulement ne pouvait provenir de la pluie, mais d'une exurgence des eaux infiltrées dans le sol et le sous-sol, c'est-à-dire d'une source. Il a également vu que sur les cartes de Cassini et les cartes d'état-major, l'écoulement était représenté. Il a pris également un modèle numérique du terrain qui a révélé que l'écoulement est situé au fond d'un talweg alimenté par 5 écoulements, ce qui démontre l'existence d'un lit naturel à l'origine. Et enfin, il mentionne, ainsi que l'a rappelé tout à l'heure Ghislain Loiseau, la présence en de nombreux points d'observation d'une faune et d'une flore inféodée au milieu aquatique, démontrant la présence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année. Le deuxième exemple de jurisprudence, c'est le recours à l'expertise. Lorsque des expertises produites par les deux parties se contredisent sur les 3 conditions cumulatives permettant de qualifier un cours d'eau, et ne permettent donc pas au juge d'apprécier si elles sont remplies en l'espèce, ce juge peut désigner un expert. Celui-ci aura pour mission de fournir tout élément utile d'appréciation permettant au juge de déterminer l'origine des écoulements d'eau courante, l'existence d'un lit naturel à l'origine et le débit suffisant de l'écoulement. Troisième exemple, à propos de l'interprétation de l'instruction du 15 décembre 2015, où le juge a rappelé que les propriétaires riverains d'un écoulement dont le statut de cours d'eau a été retenu sont assujettis aux dispositions relatives à la police de l'eau qui imposent aux propriétaires d'entretenir régulièrement le cours d'eau afin de le maintenir dans son profil d'équilibre, etc. Donc, ce qui montre bien que parfois la cartographie peut avoir des effets juridiques si on considère que votre
votre écoulement à la caractère juridique d'un cours d'eau, auquel cas vous êtes assigné à la police de l'eau. Et enfin, un dernier exemple sur la convention judiciaire d'intérêt public. Il s'agissait d'une pollution dans le lit mineur d'un petit cours d'eau causée par le déversement de matières organiques. C'était des résidus de vinasse chaude de distillation de whisky pour les spécialistes. Et l'entreprise de distillerie à l'origine de la pollution était poursuivie pour délit de pollution de l'eau. Elle a conclu avec le parquet une convention judiciaire d'intérêt public environnemental, au terme duquel elle s'engage, un, au paiement d'une amende d'intérêt public de 3 000 euros dans un délai de 6 mois, deux, la réalisation d'un programme de mise en conformité d'une durée de 24 mois sous le contrôle des services de l'OFB, trois, à la réparation du préjudice écologique par la création d'une ripiscille sur 250 mètres de longueur dans les 24 mois, et la plantation d'arbustes ainsi que l'absence de fauche sur les 3 mètres de la berge. Pour finir et en conclusion, l'explosion du contentieux a eu des conséquences positives sur le rôle du juge pour trancher des contentieux sur les zones humides. Tout d'abord, c'est que le juge commence à mieux maîtriser la matière, un peu moins le juge judiciaire, mais ça s'améliore ces dernières années. Deux, c'est la plus grande exigence du juge dans les arguments des parties en présence. Le juge refuse de répondre à des arguments qui ne reposeraient pas sur des éléments factuels ou juridiques. Trois, le juge administratif rend des décisions qui sont souvent très motivées et dont l'argumentation peut être assez développée, y compris techniquement. Quatre, le juge judiciaire n'hésite plus à prononcer des amendes assez importantes. Il y a eu 4 cas là, où les amendes ont dépassé 400 000 euros pour destruction d'espèces protégées, importation de bois tropicaux, alors on était à 100 000, atteinte à l'habitat d'oiseaux protégés par les travaux d'élagage d'une filiale de la SNCF, ou encore des travaux dunaires qui ont fait disparaître une espèce protégée, là on était aussi à 445 000 euros. Donc des peines d'amende assez importantes, même si la remise en état, plus utile à l'environnement, hein, quand même, est finalement assez peu accordée ou réalisée sur le terrain. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Donc, vous l'aurez peut-être compris, en fait, c'est aussi ce recueil sur la thématique zone humide, donc, qui a été fait dans le cadre du centre de ressources sur les zones humides, qui est le cousin du centre de ressources sur les cours d'eau. C'est ce recueil aussi qui est à l'origine de la webconf aujourd'hui. On s'est dit d'une part que c'était intéressant de vous le porter à connaissance, et d'autre part, bah, que c'était une thématique voilà, d'intérêt, pas comprise forcément toujours par tout le monde. Et du coup, c'était l'occasion un peu de faire un focus sur les cours d'eau, même si on n'a pas encore, enfin, il n'existe pas à l'heure actuelle le même outil que celui que vient de produire Olivier. J'ai mis l'accès au recueil en question dans le chat, mais de toute façon, on vous enverra avec la rediffusion également une petite synthèse écrite dans laquelle il y aura le lien vers le recueil que vous pourrez retrouver à la fois en PDF et à la fois en ligne sur le centre de ressources Zone Humide, avec donc accès aux décisions anonymisées, comme l'a dit Olivier. Presque toutes les décisions. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire les questions qui ont été posées. Il y en a une. Tac, tac, tac. Alors peut-être plutôt si Ghislain, tu es encore là, ou Olivier, si tu es à l'aise pour y répondre, je ne sais pas. Je crois que c'est une question assez précise sur un cas concret, donc peut-être, voilà, n'hésitez pas à botter en touche si ça demande un peu plus de temps pour répondre. Quelles conséquences sur l'entretien en cas de déclassement du cours d'eau? Nous avons des combes sèches sur le territoire, classés cours d'eau. Je me suis posé la question de demander le déclassement, mais je crains que l'entretien de ces combes ne devienne dans ce cas à la charge du GEMAPien, ces combes étant responsables de forts apports en cas de pluie dans les centres des villages. Voilà, je ne sais pas si l'un de vous deux a une réponse. Si vous n'en avez pas, on prend note de la question. Voilà, il y avait une remarque aussi sur la CGIPE dont j'ai oublié ce que ça voulait dire. Convention judiciaire d'intérêt public environnemental. Merci. Alors, effectivement, ça, je peux peut-être juste apporter un Ouais. petit détail. C'est que la personne dit que les fédérations de pêche ont en raison de l'intérêt du programme de mise en conformité et de rapidité. Elle ne connaît pas de jurisprudence à proprement parler. Alors, effectivement, ce n'est pas de la jurisprudence, c'est une convention qui est validée par le procureur de la République, mais ça a quand même des effets juridiques importants puisque la personne doit
appliquer cette convention. Et si elle ne le fait pas, par contre, là, elle devra, comme un contentieux pénal ordinaire, payer l'amende ou la prison, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près 80, et là, il y a à peu près une quinzaine de CGIP en environnement, je crois, qui ont été publiés. Et les 80% d'entre eux concernent les pollutions de cours d'eau. Donc, effectivement, pour les fédérations de pêche, c'est un outil qui est tout à fait intéressant. Et entre l'amende et surtout la réparation du préjudice, la remise en état, le problème de mise en conformité, c'est assez opérationnel, plus souvent qu'une décision de justice. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une décision de justice, on est un peu dans une forme voilà, de contractualisation euh, d'une infraction, quoi, finalement. Alors, il y avait également une question qui n'est pas exactement sur la jurisprudence, mais c'est sur, et ça rejoint un petit peu la question aussi qu'avait posée Marie Gros un peu plus haut, sur quel est l'accompagnement qui est prévu pour aider les juges à mieux comprendre les problématiques. Alors la question, c'est pas exactement celle-là, c'était qu'en est-il lorsque les services de l'État n'ont pas statué sur certains cours d'eau lors de la réalisation de la cartographie, puisque cela peut poser un problème pour définir ou non si c'est un cours d'eau ou pas. Peut-être que Ghislain aura aussi quelque chose à dire là-dessus. Olivier, pour ta part, je ne sais pas si... Oui, enfin, c'est vrai que la cartographie, c'est que de la cartographie, mais bon, comme je dis, ça peut avoir une incidence juridique. Quand il n'y a pas de cartographie ou qu'elle n'est pas mise en œuvre, bah après, c'est vrai que c'est un échange avec l'administration. Et puis, si on n'est pas d'accord, donc ça peut arriver, après, c'est le contentieux et c'est le juge qui va dire, en fonction des critères qu'il a sous la main, si effectivement il peut y avoir cours d'eau ou pas. C'est très important parce que si votre cours d'eau, c'est juste un fossé, euh, pas un cours d'eau, vous n'êtes pas soumis à la police de l'eau, donc il n'y a pas d'autorisation de déclaration en cas de curage, d'entretien, etc. Donc ça a des conséquences juridiques quand même assez fortes. Mais dans ce cas-là, qui est bon, un peu extrême, c'est vrai que ça peut arriver en justice. Parce que la cartographie, souvent, elle est incomplète ou elle n'est pas mise en œuvre. Bon, plein de raisons qui font que le cours d'eau, hein, n'est pas qualifié, quoi. Voilà. Ouais, c'était, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'était d'ailleurs l'exemple type dans la jurisprudence là, de la Cour administrative d'appel de Nantes que j'évoquais tout à l'heure. C'est que le préfet du Loiret avait pris une cartographie qu'il avait indiquée. Alors déjà, il y avait une mise à jour de la cartographie. Et donc le classement de l'écoulement sur la propriété du particulier avait changé. Et donc c'est pour ça qu'il s'en était plaint. Et ensuite, effectivement, il faut pas oublier, oui, la cartographie, elle est intéressante, elle est importante. Il ne faut pas oublier que les critères qui sont posés par la loi, c'est ceux qui prédominent. Donc, c'est vraiment les critères légaux qui doivent être respectés. Et ils sont cumulatifs, même si après, on a un faisceau d'indices qui permettent d'aller essayer de caractériser chacun de ces critères, mais on a vu il n'est pas forcément toujours évident de parvenir à caractériser chacun des critères. Donc, du coup, on va avoir des contentieux. Mais s'il n'y a pas de cartographie, ben, il faut démontrer à la personne intéressée que les critères légaux sont respectés. Et s'il n'en est pas d'accord, eh ben, à lui de saisir le juge. Mais il vaut mieux, encore une fois, et là, d'un point de vue stratégique, il vaut mieux laisser, alors, effectivement, avoir une décision motivée. De toute façon, les décisions administratives doivent être motivées, mais il vaut mieux avoir une décision qui est juridiquement et factuellement bien motivée, que le juge, effectivement, pourra reprendre, comme l'expliquait Olivier Cizel tout à l'heure, en disant il pourra s'en servir pour étayer sa décision. Et je vous rappelle que c'est la personne qui agit qui doit apporter la preuve de ses prétentions. Donc, si un particulier, un propriétaire conteste le classement, ça sera à lui d'apporter la preuve contraire. Donc, à lui de démontrer point par point que les critères législatifs ne sont pas respectés. Et ce qui nécessite de recourir le plus souvent à une expertise judiciaire. Parce que les expertises privées qui ont été évoquées tout à l'heure, elles ne sont pas opposables. Donc c'est bien pour ça que très souvent, en fait, le juge, où il vaut mieux quand on est requérant,
Il vaut mieux demander au juge de faire trancher par une expertise judiciaire, de faire trancher la question technique, parce que l'expertise sera opposable. L'expertise privée, l'expertise qu'on diligente à titre personnel, c'est un début de preuve, mais elle n'est en principe pas opposable à la partie adverse qui pourra dire: j'ai pas été attrait à l'expertise, donc je ne la reconnais pas. Je ne reconnais pas effectivement le bien fondé de cette expertise. Merci beaucoup. Il y a encore quelques questions qui ont été posées, mais on va continuer notre programme. Merci à ceux d'entre vous qui d'ailleurs répondent dans le chat aux questions posées. C'est aussi très utile. Et puis du coup, merci Olivier pour cette présentation et Romain, je te laisse prendre la main pour compléter avec un peu le lien avec le rôle que jouent les APNE dans tout ça. Il faut que tu allumes ton micro, pour l'instant on ne t'entend pas. Ça a été le micro. Et il avait disparu, mon micro. C'est bon. Il a disparu de mon écran. C'est pas possible. Ça y est, j'espère que vous m'entendez tous bien, là, c'est très bien. Bon, l'objectif de mon intervention, c'est vous présenter un peu en quelques mots qui on est, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait, les assos, et puis vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu ce qu'on fait et pourquoi on le fait. En d'autres termes, je pense que ça si ça vous parle. Donc France Nature Environnement, si jamais par hasard vous n'avez jamais entendu parler de nous, je vous rappelle quand même qui on est. C'est une asso reconnue d'utilité publique qui a disposé d'un agrément au titre Code de l'environnement, une disposition un peu spéciale qui facilite l'action des associations devant les juges, que ce soit administratif ou judiciaire. C'est une très grosse fédération, c'est 47 associations qui sont directement fédérées, mais c'est un système de fédération qui s'emboîtent les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'au travers de ces 47 associations qui sont adhérentes à France Nature Environnement, il y a 6209 associations qui sont indirectement adhérentes chez nous par ce biais-là. Donc ça représente énormément de monde. Donc moi, je travaille pour une des associations qui, pour l'échelon régional, le FNE Occitanie-Méditerranée, donc à l'échelle d'une partie de la région Occitanie. Au sein de France Nature Environnement, le socle d'action juridique, c'est un des très gros socles de FNE, et c'est aussi une des raisons sur lesquelles, et une des actions sur lesquelles FNE a été connu et reconnu, c'est sur son action juridique. Et ce n'est pas un hasard parce qu'on s'est structuré depuis déjà une longue époque. Et, le réseau juridique de FNE, il existait avant même que je puisse savoir ce que c'était que le droit et, et avant même que je rentre à la fac de droit. Donc ça remonte à pas mal d'années. Il y a aujourd'hui, c'est un réseau qui regroupe 33 juristes qui sont des salariés soit fédé national, mais surtout dans les fédérations régionales, comme c'est mon cas, et on est répartis sur l'ensemble du territoire français et même outre-mer. Là, maintenant, on a du monde en Guyane et en Mayotte. Et c'est 80 bénévoles. Donc, une très grosse force de frappe juridique, en quelque sorte, parce que ça signifie qu'on intervient, on intervient en fait sur le territoire pour faire appliquer le droit de l'environnement. Donc, comme disait le juriste Ghislain Loiseau tout à l'heure, on va pas changer la loi, la loi sur les lois sur la protection de l'environnement, mais on va surtout, sauf quelques exceptions, on va surtout chercher à faire bien appliquer le droit de l'environnement sur l'ensemble du territoire, en engageant une série d'actions et en servant en fait de la légitimité des associations qui sont reconnues d'utilité publique ou qui sont agréées protection de l'environnement pour pouvoir agir devant différents tribunaux, aussi bien administratifs que judiciaires. Quand je dis on ne fait pas changer la loi, c'est pas tout à fait vrai. On s'est beaucoup intéressé ces 10 dernières années aux instances supranationales, en particulier au Conseil constitutionnel et à ses décisions sur la constitutionnalité des lois.
donc avec une activité très forte de France Anti-Environnement sur les questions prioritaires de constitutionnalité. Et il y en a eu notamment sur les questions des moulins et des continuités écologiques, que je ne détaillerai pas. On s'est aussi pas mal intéressé à ce qui se passe au niveau européen sur l'application du droit de l'Union européenne, et notamment voilà, on a eu une question préjudicielle il y a pas si longtemps que ça sur la question de la dégradation sur l'objectif de maintien dans un bon état l'objectif de bon état des cours d'eau en application de la directive 4 sur l'eau et des dégradations temporaires. On a obtenu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur ce sujet-là il y a 2-3 ans, et qui a forcé le législateur à modifier la loi par ailleurs. Voilà. Action contentieuse sur plein de sujets. Là, on me pose des questions sur les actions de FNE sur les cours d'eau, mais on fait pas que ça. On intervient sur l'environnement au sens très large du terme, aussi bien les infractions et dégradations que certaines politiques publiques, etc. Là. J'en viens, en fait, peut-être avant de vous parler de ça, j'avais 2-3 remarques sur ce qui s'était dit un peu sur la jurisprudence d'une manière générale. Là, en fait, je vais vous donner un exemple sur une action qu'on a menée pour faire respecter la loi sur le débit minimum biologique, qui est une action un peu ponctuelle. Sur les cours d'eau, il y a aussi une autre action que j'ai choisi de ne pas vous présenter, mais qui est intéressante de mentionner ici, c'est la question sur les zones de non-traitement et la cartographie des cours d'eau. Parce qu'en fait, les zones de non-traitement des parcelles agricoles en pesticides autour des cours d'eau, en fait, elle est liée à la cartographie des cours d'eau. Et il y a quelques années, en fait, on a engagé une série d'actions. En fait, on a saisi à peu près tous les tribunaux administratifs de France en leur posant la même question sur la manière dont les autorités administratives avaient déterminé les cartographies des cours d'eau en France. Et on a obtenu une vingtaine d'annulations de cartographies de cours d'eau au motif qu'elles n'étaient pas suffisantes, qu'il y a eu beaucoup trop de cours d'eau qui étaient exclus. C'était une parenthèse sur la manière dont on peut utiliser les tribunaux administratifs pour obtenir une amélioration de l'étendue de la protection de l'environnement. En ce qui concerne les débits minimums biologiques, ça, c'est une action qui a été menée spécifiquement dans un territoire français, qui est dans le département des Pyrénées-Orientales, où on est déjà dans un contexte, que ce soit Pyrénées-Orientales, mais c'est aussi le département voisin de l'Aude, où on est en déséquilibre quantitatif structurel. Ça veut dire qu'on consomme plus d'eau sur le territoire que ce qui est théoriquement disponible sur ce territoire. Donc, gros problème. Et c'est principalement lié à la consommation, au type d'agriculture qui est pratiquée, qui consomme beaucoup d'eau dans ces territoires-là. La directive 4 sur l'eau, elle a imposé aux États membres de l'Union européenne d'avoir des cours d'eau dans des bons états. Et dans ce cadre-là, elle a imposé en fait à ce que dans les cours d'eau, on maintienne un débit minimum biologique, donc obligatoire, qui est nécessaire à la survie des poissons dans les rivières. Ça a été introduit dans le droit français dans un cadre législatif, donc dans le cadre de l'article L214-18 du Code de l'environnement. Et donc, on vous dit qu'à partir de 2014, il ne doit plus y avoir un seul cours d'eau dans lequel le débit minimum qui est imposé, donc le débit minimum, c'est-à-dire la quantité d'eau que les personnes qui prélèvent dans les rivières doivent laisser en aval de leur prise d'eau. Il ne doit jamais être inférieur au 10e du module du cours d'eau. Donc, c'est un calcul scientifique, mais qui est à peu près bien maîtrisé par les. On sait comment faire, on sait comment calculer. Moi, je ne sais pas comment faire. Personnellement, je suis juriste, je ne suis pas technicien, mais les techniciens de rivière, ils savent faire. Objectif de garantir la vie piscicole, chercher le bon état de tous les cours d'eau. Et en fait, on a remarqué que dans le Pyrénées-Orientales, il y avait 2 fleuves sur lesquels l'autorité administrative, le préfet, n'avait pas modifié, avait gardé en fait dans les cours d'eau les débits minimums qui étaient inférieurs au 10e du module, dans les fleuves du Tech et de la Tête, dans les Pyrénées-Orientales.
et qu'il n'avait pas appliqué en fait la législation qui devait être appliquée à partir de 2014 sur ces cours d'eau. Donc, il y a eu une première action, en fait, on a pris les cours d'eau un par un, on n'a pas fait une action globale sur tous les cours d'eau en même temps. On voulait d'abord obtenir, on n'aime pas perdre, donc on essaie d'abord d'obtenir une décision favorable devant un tribunal pour éviter parce que si on lance une série de recours sur le même sujet, sur différents fleuves, et qu'on en perd une, ben on va tous les perdre et c'est très emmerdant. Donc là, on voulait d'abord en gagner une avant d'engager d'autres recours. C'est ce qu'on a obtenu dans le cas, en prenant l'exemple du fleuve du Tech dans le 66, avec une décision de première instance et qui a fait l'objet d'un appel. Et donc ça, le fait que ça fait l'objet d'un appel, ça nous rend plutôt service, nous, FNE. On a gagné une première fois devant le tribunal administratif. Et le fait d'avoir une juridiction supérieure qui confirme le fait qu'on ait gagné sur l'appel de nos adversaires, ça nous rend service parce qu'on a une décision qui va avoir une force pour les autres tribunaux administratifs, pour les tribunaux administratifs beaucoup plus importante. Donc, on rappelle en fait que l'obligation de respecter ce débit minimum biologique qui s'impose aux autorités administratives, ils ne peuvent pas prendre en compte d'autres circonstances, c'est-à-dire que en imposant ce débit minimum du 10e de module, il ne restera pas assez d'eau pour l'agriculture. Ça, ça ne fait pas partie des critères qui peuvent être pris en compte pour définir ce débit minimum biologique. Il faut d'abord préserver la vie aquatique avant de poser la question de savoir s'il reste assez d'eau ou pas pour l'agriculture derrière. Donc, on a refait la même chose récemment pour le fleuve Tête qui se jette à côté de Perpignan. On a une étude scientifique qui nous demande un débit minimum biologique de 2000 litres par seconde en aval de chaque prise d'eau, des prises d'eau qui sont faites dans le cadre de canaux. Historiquement, ces canaux avaient un débit minimum biologique de 600 litres par seconde. Le préfet a décidé de garder ce débit de 600 litres par seconde après 2014. Donc ça, c'était pas possible. On a obtenu quand même un jugement du tribunal administratif de Montpellier récent, 29 novembre 2022, qui rehausse les débits minimums biologiques à 1500 litres par seconde à côté du 1er avril 2023. Donc on obtient quand même cette décision 9 ans après la législation qui l'imposait. Hein. Donc, ça aura quand même mis 9 ans à obtenir quand même une amélioration de la situation. Bon, il y a eu un contexte factuel en 2023 de sécheresse qui est un peu complexe, que je ne vous présente pas, qui fait qu'aujourd'hui encore, on est dans une situation compliquée. Mais voilà. Et en fait, cette situation-là, autant pour le premier fleuve, le Tech, ça a râlé un peu. Pour la Tête, on est tombé, en fait, cette décision qu'on a obtenue, elle est tombée en même temps qu'une grosse crise de sécheresse dans le département. Et donc, il a fallu derrière que FNE assume le fait d'avoir obtenu cette décision qui consiste à appliquer la loi que le préfet n'a pas voulu appliquer. Donc ça veut dire aussi que FNE, c'est aussi une asso qui est bien pratique pour les autorités administratives, dans le sens où quand le préfet ou les autorités administratives ne veulent pas assumer le fait qu'ils doivent prendre des décisions pour appliquer la loi, bah, au lieu d'avoir la tête du préfet sur le cercueil, et ben on a FNE qui est cité, quoi. Donc, ça signifie aussi, bon, FNE, c'est une asso qui se cache, on n'a pas peur d'assumer politiquement le fait qu'on est dans un territoire Pyrénées-Orientales où l'agriculture prélève trop d'eau et que, ben, en obtenant des décisions juridiques qui obligent les professionnels à se confronter à ça, bah, derrière, politiquement, on est pris à partie, hein, on n'est pas étonné. Mais on oblige chaque acteur à prendre ses responsabilités en obtenant ces décisions-là. J'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté attentivement. Merci beaucoup, Romain. Et ben oui, du coup, voilà, c'est vrai que FNE, c'est une asso de fait militante par son positionnement, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment du centre de ressources cours d'eau, et voilà, mais c'était quand même intéressant sur le sujet de la jurisprudence, du coup, de donner la parole à FNE pour avoir un peu aussi cette vision des choses, parce que le fait est que, comme me le disait Romain l'autre jour au téléphone,
il y a quand même une part importante des décisions de jurisprudence qui sont issues de contentieux initiés par des assauts de protection de la nature et de l'environnement. Merci beaucoup, Romain. Du coup, bon, alors il y a d'autres questions, remarques. On va toutes les noter, mais on ne va pas les prendre parce qu'il est déjà midi. Il reste juste une petite chose à vous montrer avant de continuer. C'était ça. Voilà, quelques pistes si vous voulez vous informer sur la jurisprudence. Donc, Romain, Olivier, Ghislain, n'hésitez pas à compléter ce que je dis. Donc voilà, j'ai listé quelques éléments. Il y a tout ce qui va être sur les J-France, même s'il me semble que sur les J-France, on ne retrouve pas toutes les décisions. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais ça vous permet d'avoir accès déjà à pas mal de décisions de jurisprudence. Il y a Et également des sources. pour compléter juste ton Ouais, propos, juste, je te coupe, pour dire que les décisions de première instance, les tribunaux administratifs et plus encore tout ce qui est tribunaux correctionnels, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et souvent, il faut aller sur des sites de blogs d'avocats, des choses comme ça pour en avoir plus. Parce que là, ils sont vraiment très pauvres. Nous, on a un peu plus dans notre fonds, mais les J-France, là, pour l'instant, ils en ont encore très, très peu. voilà. Et donc, effectivement, en complément, il y a des fonds qui vont plutôt être des fonds privés, comme là où travaille Olivier, qui du coup sont souvent sur abonnement payant. Donc, je vous ai mis les trois principaux, je crois, NetHSE, LexisNexis et Doctrine. À mon avis, c'est typiquement des abonnements trop onéreux pour des structures type syndicat de bassin, parce que voilà, ça s'adresse plutôt à des juristes. Mais néanmoins, comme ça, vous avez la liste. Il y a aussi, Romain m'avait aussi donné Papers Justice qui est libre d'accès. Et puis, comme disait Olivier, il y a des sites et des blogs qui font de l'actu ponctuellement sur certains sujets. Alors, ce n'est pas systématique, hein, ça dépend des actualités. Mais ça peut être intéressant d'aller voir parce que des fois, il y a des analyses un peu de décisions et de ce qu'elles emportent qui peuvent être proposées. Et également, c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, où des avocats, des avocates, des juristes, des fois, commentent des actualités. Et ça permet aussi, du coup, d'avoir un décryptage et puis d'accéder à l'information. Il y a aussi, Romain me disait aussi, ne serait-ce que les réseaux sociaux liés à FNE qui permettent aussi de suivre pas mal, du coup, les choses. Et puis, sur le site du centre de ressources cours d'eau, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est aussi quand même un endroit où s'il y a des éléments vraiment déterminants sur la thématique, ce sera relayé à cet endroit. On peut peut-être ajouter, Maxime, aussi, rappeler que le site Gesto, Oui. diffuse aussi de l'information. Alors d'ailleurs, notamment le fameux, le très bon ouvrage sur les zones humides dont on nous a parlé. Mais également, alors c'est un petit peu ancien maintenant, hein, mais ça se retrouve toujours, hein, enfin, les anciennes éditions sont toujours sur le site Gesto. Le ministère de l'Environnement, à l'époque où Jacques Sironneau était à la direction de l'eau, diffusait un petit recueil, alors qui était fait 2 fois par an ou parfois par trimestre, qui s'appelle Panorama. C'est intéressant, surtout pour alors maintenant des jurisprudences un peu anciennes, mais c'est toujours intéressant. Et puis un deuxième site, alors pareil, c'est une initiative de certains avocats qui sont des pros de l'open data. Ça s'appelle Ninja, Jurisprudence Ninja, et qui permet aussi d'avoir accès à des JP. Sinon, ouais, je partage ce qui a été dit sur les décisions de première instance qui sont difficiles à trouver, mais parfois sur le site des tribunaux administratifs eux-mêmes, on peut les trouver. Alors, c'est pas exhaustif, bien évidemment, c'est pas complet, mais de temps en temps, on peut en trouver, et puis on peut toujours demander aux tribunaux une copie des jurisprudences, hein. Ce sont des documents publics. Alors, parfois, ils vous font payer les frais d'envoi, mais et un autre point également pour terminer là-dessus, sur le Conseil d'État, c'est très utile parce que vous avez les conclusions. Parfois, elles sont mises en ligne sur Ariane Web, les conclusions des rapporteurs publics. Dans des affaires, le rapporteur public, c'est celui qui propose au Conseil d'État la décision. Et c'est hyper intéressant parce que les conclusions des rapporteurs publics font généralement
un peu le point sur l'évolution, sur la position jurisprudentielle, sur la question à traiter. Et ça permet de mettre les choses un peu en perspective. Voilà, j'en ai fini. Super, merci beaucoup pour le complément. C'est également ce qu'avait ajouté André Berne dans la discussion. Donc merci beaucoup. On rajoutera tout ça, on rajoutera tout ça dans la synthèse écrite que vous recevrez. Et puis pour vous dire qu'il y a SOS Loire Vivante, qui est une association qui actuellement est à fond sur la préparation de son colloque dans 2 semaines là, décennal, qui s'appelle Des saumons et des hommes. Mais après ça, ils organiseront eux aussi un webinaire sur le droit lié à l'eau et aux cours d'eau. Ce sera plutôt sur le processus législatif, c'est-à-dire comment les lois se construisent et à quel moment est-ce qu'il y a des marges de manœuvre pour essayer d'interagir avec le processus législatif, avec un focus sur l'hydroélectricité. Ce sera ouvert à tous. Voilà, mais il n'y a pas encore de date, mais en gros, c'est hiver 2023-2024, donc soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Je vous ai mis l'adresse mail et puis le site internet pour vous informer si ça vous intéresse. Et puis, eh bien, nous en avons fini, donc il ne me reste qu'à dire merci. Merci à l'OFB et au Centre de ressources cours d'eau, dans le cadre duquel est organisé cet événement. Un grand merci à nos 3 intervenants d'avoir pris le temps de préparer cette présentation et puis de s'être rendus disponibles ce matin. Merci à Marjorie Germain-Lupi, que vous n'avez pas vu, mais qui est ma collègue et qui m'aide en support derrière. Donc, merci Marjorie. Et puis, merci à vous tous d'avoir été présents, attentifs, participatifs. Voilà, je pense que moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que vous avez appris grâce à ça. Et puis, très bonne journée à tous et bientôt un bon week-end.